Avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler de ma deuxième entreprise, Iris et Thémis. Iris et Thémis, c'est le nouveau site de recrutement pour avocats. On y diffuse des offres, mais surtout, on vous présente l'équipe que vous allez rejoindre et on vous donne aussi une vision la plus précise possible du contenu et des contours du poste. Au passage, on met en avant les équipes au sein desquelles vous allez aimer travailler, pas celles que vous avez envie de fuir. Rendez-vous sur irisetthemis.com, irisetthemis.com. Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous mon interview de maître Emmanuelle Porte. Emmanuelle qui est avocate au barreau de Paris, qui est une ancienne de chez Arthur Andersen. On a parlé de cette aventure encore une fois et j'ai cité d'autres anciens d'Arthur Andersen qui ont d'ailleurs été interviewés sur le podcast. Ensuite, elle a évolué jusqu'à faire sa place chez Bird & Bird où elle est associée. Elle fait du corporate M&A avec une expertise sectorielle dans le secteur des biotechnologies spécifiques et on en parle aussi. Et elle est aussi co-managing partner du bureau parisien de Bird & Bird, cela depuis le début de l'année universitaire, donc depuis septembre dernier. Et dans cette interview, elle revient sur son parcours et elle revient avec beaucoup de sincérité, ce que j'ai trouvé très appréciable sur son développement comme associé, la constitution de son portefeuille de clientèle et la patience qu'il lui a fallu, les doutes aussi qu'elle a traversés. Et donc, c'est une interview que je dédie à toutes celles et ceux d'entre vous qui êtes seniors, counsel, peut-être même jeunes associés dans des structures internationales et qui est en train de monter en puissance sur les aspects de développement et dans une démarche et une dynamique d'apporter de la valeur, d'apporter de clientèle, de développer du chiffre d'affaires, de venir avec un business plan qui soit solide pour évoluer. Voilà, je remercie maître Anissa Akentour de m'avoir recommandé Emmanuelle Porte. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour Emmanuelle Porte. Bonjour Lila-Louise. Merci d'être mon invitée sur Fleur d'Avocat. C'est avec grand plaisir. Alors racontez-moi Emmanuelle, comment et pourquoi vous êtes devenue avocate? Oula, ça remonte à quelques temps déjà. Alors je suis devenue avocate, pas par hasard, on ne le devient jamais par hasard, mais en tous les cas, c'était pas mon orientation initiale. Quelle était votre orientation initiale? J'ai commencé par une école de commerce, donc prépa, puis l'ESSEC. Et à l'ESSEC, j'étais plutôt bien dans ma peau, bien dans ce que je faisais, ravie d'avoir rejoint la capitale parce que ça c'était un grand enjeu pour moi. Hein. Je tiens à le rappeler, moi je suis née dans les Landes et c'était un grand rêve pour moi. C'est un peu. Qu'est-ce que ça représentait Paris pour vous? Ça représentait surtout l'émancipation. Véritablement. J'avais une vraie frustration. C'est un peu image d'Épinal, mais j'avais une vraie frustration de vivre en province. Et j'avais une volonté déterminée de sortir de mon origine, sociale probablement, et puis géographique. Et je rêvais donc je l'ai fait progressivement. Je suis allée à Toulouse, donc petit pas. J'ai rencontré des amis absolument formidables qui m'ont ouverte, qui m'ont épanouie, qui m'ont fait un petit peu découvrir quelles étaient mes ambitions et qui m'ont métamorphosée personnellement. Et donc Toulouse, c'était pour la prépa? Ouais, c'était pour la prépa. Et vous dites qu'ils m'ont fait découvrir quelles étaient mes ambitions. Et alors, quelles étaient ces ambitions à Mes cette ambitions, époque? c'était déjà c'était des ambitions culturelles. C'était découvrir une culture, découvrir des nouvelles personnalités, des envies, des horizons que je n'avais pas de par mes origines personnelles. Et je le rappelle souvent parce que je l'ai souvent dit à mes amis, c'est que j'ai été aussi façonnée grâce à des amis, à des rencontres que j'ai faites tôt.
et qui m'ont véritablement fait franchir un cap psychologique et, et d'attitude et de dépassement de soi. Et c'était véritablement en prépa. Ces amis-là, aujourd'hui, je les ai gardés. On n'a pas forcément du tout eu le même parcours, mais c'est vraiment des gens qui m'ont façonné. Arrivée à Paris, j'étais ravie. Je découvrais la capitale et je découvrais une grande école qui vous donne aussi accès à une autre forme de travail, une autre forme de réflexion, un développement d'un réseau, des intérêts qui sont plus des intérêts purement scolaires, mais qui sont véritablement des intérêts de découverte d'un univers professionnel, beaucoup de relations avec des professionnels. Et puis des découvertes de matières différentes par rapport à ce que l'on étudie très scolairement en prépa, qui est très très enrichissant. Hein. C'est vraiment quelque chose que je recommande fortement. Mais il a aussi des rencontres avec des professeurs de droit qui étaient avocats et qui étaient profs à l'ESSEC et qui m'ont fait découvrir cette matière à laquelle je m'attendais pas du tout. Parce qu'évidemment, en école de commerce, on apprend la finance, la compta, la RH, le marketing, la com, les relations internationales, ce qui est aussi très, très enrichissant. Puis le droit, je m'y attendais pas du tout. Enseigné par des professionnels qui, au quotidien, baignaient dans cet univers d'avocats. J'ai trouvé ça absolument passionnant. Qu'est-ce qui vous a passionné à l'époque ? C'était cette approche. J'ai pas été étonnamment passionnée par le droit pénal ou le droit civil ou la plaidoirie. J'ai pas ce fantasme que je respecte profondément de l'avocat plaidant. C'est pas du tout ça qui m'a attirée. C'était plutôt cette approche d'une matière très rigoureuse, très riche, au service de l'entreprise. Parce que j'avais quand même cette conviction, et j'étais pas par hasard dans une école de commerce, que je voulais travailler dans une entreprise, une grande entreprise. Et en découvrant tout ce panel de possibilités dans une entreprise, le droit pour moi a été une révélation. C'est-à-dire que se dire le droit, déjà c'est une matière en soi que j'aime, que je découvrais, mais qui peut être au service d'une entreprise pour s'organiser, pour se développer. Je l'ai compris finalement assez vite. Mais j'étais pas du tout certaine de mon approche. Et c'est comme ça que j'ai rencontré au campus d'étudiants à l'ESSEC pas mal de cabinets d'avocats. Et puis là aussi des personnes qui avaient d'ailleurs eu ce même parcours que j'ai eu après de double formation. Et j'ai d'ailleurs pas fait de stage d'avocat à l'ESSEC, enfin dans des cabinets d'avocats, parce que ces gens-là m'ont dit, Emmanuel, si le droit t'intéresse, fais du droit à la fac. Et puis continue surtout à te former à tirer tout le profit d'une école de commerce. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait des stages en finance, en marketing, en RH. J'ai commencé le droit en parallèle de l'ESSEC à Cergy. Donc oui, parce qu'ils ont eu un double cursus. À l'époque, c'était un peu, c'était les débuts quand même. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus sophistiqué, je crois. Mais oui, il y avait déjà un partenariat à Cergy. Donc je suis pas allée tout de suite à Assas ou dans des grandes facs parisiennes. C'était le côté pratique. Et puis c'est une très bonne fac en fait, Cergy-Pontoise, franchement. Et donc toujours avec plutôt cette curiosité et pas du tout une envie totalement aboutie de faire ce double cursus. Puis je me suis prise au jeu. Et on était un petit groupe d'ailleurs assez restreint d'ailleurs de personnes qui faisaient cette double formation. Je me suis prise au jeu. Et j'ai creusé cette piste-là, j'ai continué à discuter avec des personnes qui avaient eu cette double formation et je me suis dit c'est ça qu'il faut que je fasse et j'étais convaincue, même à l'issue des stages dans les autres matières, en finance ou en RH ou marketing, qu'en fait c'était plutôt l'orientation qui me convenait. Et donc, vous parlez de ces plusieurs expériences, finance, RH, marketing, que vous avez faites dans le cadre de l'ESSEC et ensuite, au moment de plutôt rejoindre la fac de droit, et dans le cadre de la fac de droit, vous avez fait des stages aussi, ou plutôt quand vous êtes arrivé en école d'avocat Non, c'était en école d'avocat. C'était en école d'avocat. Oui, j'ai fait mes stages uniquement en école d'avocat. Et mon premier stage, qui était chez Archibald Andersen, a été concluant, puisqu'en fait, j'étais ensuite embauchée chez Archibald Andersen.
Je fonctionne beaucoup quand même à l'intuition et au coup de cœur. Et jusqu'à présent, ça m'a pas trop desservi. Et alors, quel a été le ce coup de cœur? Le coup de cœur, c'était une rencontre avec un avocat associé d'Archibald Andersen qui a été mon maître de stage, que j'ai rencontré sur le campus de l'ESSEC, qui était un ancien ESSEC, qui était un ancien auditeur, qui est devenu avocat après, et qui m'a fait confiance en tant que stagiaire. À l'école d'avocat, j'ai même été stagiaire avocat au conseil pour voir à peu près quelles étaient les autres pistes possibles d'exercice. Et là, vous vous êtes dit, l'entreprise est très très loin. Ah oui, alors là, je me suis dit, non, mais là, je suis quand même pas suffisamment sophistiquée ou intellectuelle parce que je respecte profondément cette profession d'avocat au conseil. Il faut quand même que j'ai le lien direct avec le client et direct avec l'entreprise. Et j'ai adoré ce stage chez Archibald et j'ai adoré ensuite ma première longue expérience chez Archibald. Vous êtes resté combien de temps? 7 ans. Ouais. Jusqu'à l'affaire Enron, qui a fait exploser Arthur Andersen, qui était un cataclysme. Moi, j'avais beaucoup de relations justement avec les équipes d'Arthur, c'est-à-dire les commissaires aux comptes, les financiers, les équipes de Transaction Services. C'était ça que je voulais. Je voulais avoir exercé mon métier d'avocat en contact avec des financiers et avec véritablement l'entrepreneur. Et c'est ce que j'ai vécu, pas tous les jours, mais souvent chez Archibald Andersen. Donc corporate, j'imagine, fusion-acquisition. Oui, c'est ça. Tout de suite, vous êtes. Oui, tout de suite. Peut-être pas la toute première année où on nous donnait un peu l'occasion de toucher un petit peu à tout, mais finalement, compte tenu de ma formation et de mes envies, oui, je me suis tout de suite orientée vers le corporate. Et justement sur des dossiers qui étaient souvent en lien avec les auditeurs, donc des due diligence au début, beaucoup de due diligence, mais et donc une vraie mixité d'équipes. Ça, Arthur savait très très bien le faire. C'est d'ailleurs un peu ce qui les a perdus puisque on les a taxés de, enfin. Il y avait une difficulté de Chinese Wall, de Sarbanes-Oxley, etc. Donc tout ça a été un petit peu réglementé, on va dire. Et donc, vous avez parlé de cataclysme. Ouais. Alors, j'ai interviewé plusieurs anciens de Arthur Andersen. Il y a Virginie Lefebvre du Tilleul de EY, Thibaut Delorme. Tout ça sont des gens de ma promo. Exactement. Mes voisins de bureau. Et donc c'est vrai qu'on a déjà eu l'occasion de parler à plusieurs reprises de l'impact que ça a eu. Virginie a parlé du fait qu'elle a perdu toute son équipe et qu'elle a dû complètement se réinventer dans le cabinet et aller chercher des nouveaux clients internes, etc. Vous, comment vous l'avez vécu justement ce cataclysme? Vous en étiez un peu à quel stade de votre développement chez Arthur Andersen quand c'est arrivé? Alors j'étais un tout petit peu plus jeune que Virginie par exemple et plus jeune que Thibaut. Alors c'était très hiérarchisé chez Arthur. Ça me plaisait d'ailleurs beaucoup. J'aimais beaucoup parce que ça fonctionnait comme une firme, comme une entreprise avec une hiérarchie, un plan de carrière. On vous déroulait un plan de carrière. Et donc je crois que j'étais à l'époque manager. Et donc j'avais pas encore d'approche véritablement clientèle à cette époque-là. J'étais portée par la firme et par les équipes. Donc je l'ai vécu comme un vrai cataclysme parce que je pense que j'aimais beaucoup cette entreprise, donc j'étais complètement dans le moule et je ne croyais pas que Arthur pouvait imploser. Arthur un jour, Arthur toujours. Il y a eu cette maxime. Je ne croyais pas. En même temps, j'étais probablement pas évidemment dans la connaissance extrême de cette situation-là, et donc je l'ai pas vécu de manière tragique. Je croyais dans le modèle et dans la capacité à cette société de rebondir. Donc il y a eu une fusion avec EY. J'y croyais évidemment parce que je me disais EY ce sont les mêmes que nous. Elle a très bien fonctionné pour le monde de la finance, enfin pour les auditeurs. Elle a fonctionné pour le taxe aussi d'ailleurs, enfin encore que, pas vraiment. Mais pour les avocats, pas vraiment. Et donc je me suis plus retrouvée, quand je dis moi et mon équipe et mes associés avec lesquels j'étais proche, on s'est plus retrouvés dans ce modèle-là. C'était un problème humain probablement, véritablement. Ouais, c'était vraiment entre associés avec les nouveaux associés voilà, et le nouvel environnement. Les modèles au fond, pour les avocats, n'étaient pas les mêmes. Qu'est-ce qui différait justement ? J'imagine que c'est une question de culture. Je pense que la culture n'était pas la même. Je pense qu'Archibald avait s'était formé autour d'avocats
internationaux, qui avaient quand même une approche très très internationale, et sans vouloir dénigrer du tout les avocats d'EY, c'est pas du tout mon propos, n'avaient pas cette approche-là. Ils avaient une approche un peu plus domestique du métier, à l'égard d'une clientèle plus domestique. Et je pense que du coup, les envies, les enjeux financiers, peut-être de rémunération, je sais pas exactement, n'étaient pas tout à fait les mêmes. Toujours est-il que moi, avec l'équipe que j'avais, avec laquelle je travaillais de manière rapprochée, très très vite, on s'est dit, en réalité, l'autre aspect important, c'est que notre travail d'avocat changeait. En quoi a changé votre travail d'avocat ? On voyait qu'on n'allait plus être totalement libre de la recherche de notre client, de l'approche de notre clientèle, et on allait être concentré peut-être beaucoup plus sur des dossiers de due diligence et pas forcément de pur M&A. Et c'était un peu frustrant. Donc on est parti même pas au bout d'un an, post-fusion. Alors juste pour parler français et surtout pour vulgariser, oui. Parce que il n'y a pas que des corporates, des avocats d'affaires qui nous écoutent. Due diligence, on va être sur de l'audit. Oui. Et quand vous parliez d'opérations plus corporate, vous parlez de la structuration des activités, du fait de refaire les statuts, d'être très basiquement, quand vous êtes avocat M&A, vous êtes par exemple côté acquéreur, client, acquéreur, vous faites des due diligence, donc un audit de la cible, et puis ensuite vous rédigez le contrat d'acquisition, le SPA. Donc l'audit, il sert à regarder s'il y a des zones qui. Voilà. Il sert à voir d'abord à prendre une décision d'acquisition ou pas. Est-ce que globalement, après audit, l'opération doit être faite ou pas? Est-ce que le niveau de risque est élevé ou pas? Si on décide de faire l'acquisition, on gère le niveau de risque grâce à l'audit que l'on traite dans une garantie d'actifs et de passifs ou dans des régularisations ou dans des points de négociation dans le SPA, donc le Share Purchase Agreement. Et donc cette partie-là de négociation est passionnante. L'audit peut être, s'il est bien fait, il est passionnant aussi, parce qu'on découvre, on décortique une société, on analyse ses risques et on traite les risques à travers la documentation d'acquisition. Et quand justement vous n'êtes que cantonné à la due diligence et que vous ne pouvez pas faire la documentation d'acquisition, c'est un peu frustrant. Ouais. Et on avait parce que vous perdez la partie de négociation, en fait. On perd vraiment l'enjeu de l'opération. Et c'était ce qu'on ne voulait pas perdre. Donc on voulait pouvoir être sur des opérations dans toute leur globalité. Et le cataclysme Enron a à cette époque-là fermé la porte à certains dossiers. Quand on était mandaté par l'équipe d'audit d'EY, on n'était pas forcément mandaté ensuite pour le travail de structuration et de négociation. Je comprends la frustration. Ouais. Bon, j'étais encore un petit peu jeune, même si j'ai utilisé le terme de manager, mais parce que j'avais pas encore une approche de développement client. Mais je le sentais, j'avais beaucoup d'échanges avec mes associés et je sentais qu'il y avait un risque là d'évolution qui nous conviendrait pas. C'est pour ça qu'on a décidé de partir. Et d'aller moi je suis partie chez Taylor Wessing dans un cabinet anglo-saxon qui lui aussi avec vos associés. Oui, ça a été un départ d'équipe. Oui, petite équipe avec une associée en espèce. Et c'était amusant parce que Taylor Wessing était lui aussi un spin-off d'un cabinet d'un Big Four. C'était un spin-off juridique et fiscal de Deloitte. Donc on s'est retrouvés dans un cabinet qui avait un peu la même approche finalement et la même culture d'avocats qui avaient baigné dans une mixité avec là aussi des financiers puisqu'ils venaient d'un univers Big Four. Et si avant de parler de cette expérience chez Taylor Wessing, si on revient un petit peu sur vos premières années comme avocate dans ces 7 ans d'évolution justement chez Arthur Andersen, vous dites que vous étiez un parfait produit de Arthur Andersen, complètement moulé dans cette culture et que vous aimiez beaucoup et que vous étiez très attaché à cette entreprise. Comment est-ce que vous avez vécu cette évolution? Est-ce qu'il y a eu un peu des moments marquants, des faits ou des moments marquants dans ces 7 premières années d'exercice? En fait, le souvenir que j'en ai, c'est que c'était une évolution assez finalement lisible, rassurante pour quelqu'un qui avait besoin d'être. J'aime bien les cadres en fait, et j'aimais ce cadre-là finalement en me disant si je gravis petit à petit, si je remplis certaines missions
année après année, je monte de grade. C'est pas du tout l'univers d'avocat, hein, en fait, hein. Mais j'avais l'impression d'être formée. J'avais l'impression j'ai appris à déléguer. J'ai appris d'abord à être supervisée, à être avocate et à déléguer et à travailler en équipe, à travailler avec plusieurs expertises. Et c'est ça alors j'ai pas de fait marquant, mais j'ai tout de suite appris, en fait, à travailler avec beaucoup d'expertise. J'ai été avocat corporate, je le suis toujours, et j'ai tout de suite travaillé avec des équipes en propriété intellectuelle, en finance, je l'ai dit, en taxes. C'est un peu le propre d'un avocat corporate, mais dans cette structure-là, je l'ai tout de suite vécu au jour le jour. L'apprentissage était assez, je dirais, doux, avec des gens plutôt bienveillants. On avait une approche également assez internationale parce que c'était un grand réseau et certains faits marquants qui sont je pense enthousiasmants pour des jeunes collaborateurs, c'était le fait de participer, de vivre pas au quotidien mais année après année de vivre certains événements à l'international. Donc on avait chaque année des rencontres avec nos homologues internationaux. On appelait ça des schools. Et là, on était formés à des simulations d'opérations, à d'opérations cross-border, donc transfrontalières. On avait des formations un peu en soft skills, je crois que vous connaissez. Ouais. Et ça, je trouvais que c'était enrichissant. Et c'était pas cantonné au seul métier d'avocat. Voilà, c'est ce qui me reste, c'est-à-dire une bonne formation, un bon apprentissage de travail en équipe, une ouverture sur d'autres matières, et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai gardé des liens avec des personnes que j'ai retrouvées bien plus tard, parce qu'on était des promotions assez larges d'avocats. Et on était mélangés et immergés dans des expertises toutes différentes. Donc mes collègues, physiquement, on était dans des staffs, des open space, ça existait déjà le débat à l'époque. Ouais. Mes voisins étaient des fiscalistes, des spécialistes de redressement judiciaire, de droit public, de propriété intellectuelle. Et c'est ce que j'ai aimé, c'est-à-dire tout de suite... beaucoup de mélange de cultures. Le mélange des cultures, exactement. Et dernier point là-dessus, vous avez parlé entre guillemets d'un plan de développement qui était très structuré. Comment ça s'exprimait? C'est-à-dire que année après année, on vous disait voilà, là, ce qu'on va attendre de toi, c'est oui. Ceci, c'est cela, et il y a telle et telle formation que on va t'inviter à suivre, etc. On avait en fait une gestion de carrière qui, je pense, qui est importante, c'est-à-dire que, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans beaucoup de cabinets, hein, des revues annuelles ou biannuelles de la performance, des attentes qui étaient assez claires à chaque niveau de progression. Un senior devait encadrer plusieurs juniors, un manager encadrer également. Donc il y avait effectivement finalement l'avocat était considéré comme quelqu'un qui doit évoluer et qui doit progressivement être amené vers le statut d'associé. Et donc on le forme pour ça. Et je trouvais que c'était finalement rassurant, effectivement, de se dire je vais être aidé et accompagné vers cette association. Et moi, c'était mon but. Hein. Depuis toujours, je rêvais Non, mais c'était vraiment dans votre perspective d'évolution et d'objectif. Comment on pouvait y arriver. Et dans ce genre de structure, effectivement, il y avait une base de clientèle aussi qui pouvait être transmise. Et ça, c'était rassurant. C'est intéressant que vous disiez parce que j'avais cet objectif et vous rajoutez parce que je voyais comment on pouvait y arriver. Oui. Et ça me fait penser à un post qu'a écrit cette philosophe Marie Robert sur son compte Philosophie Sexy, où elle dit on parle beaucoup de quand on veut, on peut. Et elle rajoute, et je la rejoins complètement là-dessus, c'est aussi quand on peut, on veut. Et il y a cette chose dans le fait de voir comment c'est possible. Bien sûr. Qui en fait permet de se saisir de cette ambition et de se dire mais en fait oui, je vois à peu près comment ça va pouvoir se dérouler et donc Exactement. Je me sens en capacité parce que je comprends en quoi ça va consister. Exactement, on vous l'explique, puis il y a le modèle, il y a l'exemplarité.
et la lisibilité. Il est impératif de comprendre effectivement ce qu'on attend de vous et qu'on vous dise très régulièrement si vous êtes au niveau ou pas et si vous avez les qualités ou pas. Et il n'y a rien de plus terrible. Vous pouvez tout à fait apprendre et développer une qualité que vous n'avez pas. Mais encore faut-il la comprendre et savoir comment elle se développe chez d'autres personnes. Donc il faut avoir des mentors, il faut avoir des modèles, et il faut travailler beaucoup sur l'exemplarité et sur la lisibilité d'une carrière. Alors ça marche pas pour tout le monde, hein. Le modèle que je vous décris, qui est un peu idéalisé, j'en conviens, hein, n'a pas fonctionné pour certaines personnes qui sont parties et qui ne vénèrent pas comme je le fais ce modèle-là. Donc ça ne fonctionne pas pour tout le monde. C'est Mais évident. pour vous, ça a fonctionné. Pour moi, ça a fonctionné et je pense que bon, l'histoire ne le dira jamais. J'aurais pu rester s'il n'y avait pas eu cette affaire Enron, peut-être. En tout cas, vous quittez avec votre associé EY après cette fusion et cette acculturation qui se fait pas tout à fait pour rejoindre Taylor Wessing. Et comment ça se passe à ce moment-là, justement, cette intégration dans ce cabinet où il y a quand même une culture commune et la culture du spin-off? Oui. Ça se passe très bien. Je retrouve mes marques. Je retrouve des personnes qui fonctionnent un peu de la même manière, mais dans un univers plus petit, beaucoup plus petit, évidemment, hein. C'était un cabinet je crois, de 50 personnes à l'époque, mais avec les mêmes manières de travailler, mais avec une indépendance. Là, je découvre quand même l'univers du cabinet d'avocats indépendant. Et donc, je découvre là, peut-être parce que j'étais plus mûre, la recherche de la satisfaction du client, même si je l'avais avant, mais et la recherche de la croissance, de la nécessité pour un cabinet d'aller tous les jours chercher des clients, tous les jours se positionner, faire grossir son image, développer son image, se battre sur le terrain de la concurrence. J'étais dans un univers que je prétends pas qu'Archibald était le meilleur cabinet d'avocats, mais il y avait une place qui était existante et là j'arrive dans un cabinet qui avait toute sa légitimité, bien entendu, mais je découvre véritablement ce qu'est le futur métier d'avocat responsable d'une clientèle et qui doit se battre au quotidien pour la maintenir et pour la développer. Et qu'est-ce qui fait, selon vous, que au-delà de l'aspect plus développement clientèle, qui est un gros point, mais même sur l'aspect satisfaction client, qu'est-ce qui fait que vous avez la sensation que la posture change sur la recherche de satisfaction client entre un Archibald Anderson / EY et un Taylor Wessing? Enfin, qu'est-ce que vous avez senti comme est-ce que c'est justement parce que il y a cette recherche de développement qui fait que en fait le service client, l'expérience du client doit être irréprochable, que peut-être un Arthur Andersen et un EY, oui, ont des hauts critères, mais justement par leur réputation dont vous parlez, il y a quelque chose de plus acquis, ou est-ce que c'est aussi autre chose? Quel est votre regard là-dessus? Je pense qu'il faut... Il y a une recherche de positionnement, c'est-à-dire qu'il est nécessaire pour un cabinet et pour les associés d'un cabinet de se distinguer des autres et moi ça sera mon leitmotiv plus tard, se distinguer et se sortir du lot. Donc trouver surtout l'excellence de l'offre client. On doit la retrouver absolument à tout moment dans n'importe quel type de structure. C'est pas le point. Mais c'est quelle est l'offre que l'on propose quand on est un cabinet de 50 personnes, 50 avocats, par rapport à un cabinet de 200 ou plus d'avocats. Donc quelle est l'offre, comment on arrive à convaincre un client de croire en votre marque et pas uniquement en une seule personne, un associé avec ses équipes, parce que les clients évoluent, grossissent et peuvent être fidèles à leur avocat toute leur vie, à une personne, mais ils attendent aussi que cette personne-là leur offre constamment des nouveaux services, parce que l'avocat et son cabinet doivent évoluer en même temps que les clients et l'univers évoluent. Et justement, quel était en tout cas le positionnement de
de Taylor Wessing à ce moment-là? Enfin, quand vous y étiez, justement, dans cette recherche de distinction, de positionnement, quelle était la différence, en fait, en termes de positionnement? Comment vous viviez différemment? Est-ce que vous étiez déjà associé à ces réflexions? Non, j'étais trop... j'ai été associée 4 ans après mon arrivée chez Taylor. Et je pense que ce qui m'a guidée à partir de là, c'était de me dire que je devais trouver une voie qui soit un petit peu différente effectivement de mes co-associés dans un cabinet qui me donnait tout de même les éléments de ce développement-là. Et cette voie-là, c'était l'innovation. Et Taylor Wessing et les autres cabinets que j'ai suivis avaient une approche pluridisciplinaire, mais fondée tout de même sur une expertise autour de l'innovation, donc de la propriété intellectuelle, de l'IT, c'était pas le cas de tous les associés, mais c'est là que j'ai fait émerger un petit peu cette idée de positionnement en sciences de la vie et auprès des sociétés innovantes du life science. C'est venu d'où cette C'est un pur hasard. C'est un pur hasard et c'est là que et un hasard que j'ai su saisir. Oui, bien évidemment. sûr. J'ai eu l'occasion de travailler sur 2 dossiers, j'étais pas associée, en biotech, qui m'ont passionnée et qui ont été apportés par deux associés. Qu'est-ce qui vous a passionné dans ces dossiers? C'était d'abord une approche très entrepreneuriale. Tous les dossiers de biotech et de sociétés innovantes sont fondés et développés par des personnes qui soit sortent de l'université et qui ont une idée et qui veulent devenir entrepreneurs, soit des personnes qui ont travaillé dans des grands groupes, des sociétés pharma, et qui font un spin-off et qui en ont marre des grands groupes et qui veulent développer leur start-up. Donc il y a un aspect entrepreneurial qui me passionnait. Ce sont des gens passionnants qui ont le goût du risque, qui avancent très très vite, qui sont doués, sont des scientifiques qui ont une capacité à comprendre le droit de manière phénoménale, à comprendre la finance. C'est eux qui réussissent. Enfin, ceux-là réussissent en général. Les scientifiques qui malheureusement s'acculturent pas à l'entreprise, échouent. Ou alors, si ils ont l'intelligence de faire venir et de former un binôme avec des financiers, avec un bon CEO, un bon président, directeur général, qui vient du monde de la finance, parce que ce sont des sociétés qui ont un besoin de financement important. Donc l'aspect finance est fondamental pour la recherche et développement. Voilà. Donc l'aspect entrepreneurial m'a plu. Et je pense que au fond, rétrospectivement, évidemment, la matière de la santé m'a passionnée. C'est-à-dire que j'aurais probablement pas été aussi passionnée sur les télécoms ou sur la téléphonie. Bon, je donne cet exemple-là, mais la santé, la recherche médicale, cet univers-là, cet écosystème-là m'a véritablement tout de suite intéressée. Et de fil en aiguille, en réussissant un dossier, en accompagnant une société dans son développement, on apprend à connaître un petit peu les interlocuteurs, ils vous recommandent. Enfin, là, après, il y a un travail mutuel de rentrer dans un secteur qui vous intéresse. Et avant d'explorer cette thématique de rentrer dans un secteur qui nous intéresse, vous vous souvenez, là je me fais un petit plaisir de mon ancienne vie, vous vous souvenez des services ou des produits qui étaient développés par ces biotech, justement, ces premières biotech sur lesquelles vous avez travaillé? Ah oui, tout à fait. La première biotech sur laquelle j'ai travaillé, c'était dans... toujours les maladies rares en matière d'ophtalmologie. Donc une maladie rare, le glaucome, et donc une pathologie qui faisait l'objet d'une recherche très très précise qui faisait l'objet d'une recherche. Et cette société-là, je l'ai accompagnée pendant quelques années, puis elle a été vendue à Sanofi. Et d'ailleurs, le fondateur a ensuite quitté Sanofi, a recréé des sociétés. Et oui. et je l'ai accompagné sur la création de pas mal de sociétés. Ouais. Donc celle-là, et puis une autre, c'était plutôt dans le système nerveux central.
Et cette société a ensuite été vendue aux États-Unis, a fait ce qu'on appelle un flip, c'est-à-dire c'est délocalisé aux États-Unis, a été vendu aux États-Unis. C'est vrai qu'il y a ce côté, enfin moi je vous rejoins, je pense que je me serais jamais intéressée, et d'ailleurs c'est toujours un peu un problème à des innovations IT. Là je vois l'émergence du Web 3, des NFT et tout, et je suis là, oui, je sens que c'est un changement de paradigme, mais vraiment, vraiment ça ne m'intéresse pas, j'ai du mal à m'y intéresser. Sauf que, vous voyez, dans la santé par exemple, un des nouveaux paradigmes aujourd'hui, c'est justement l'utilisation de l'IT dans la santé. Bah oui, non mais c'est sûr. Donc, je vais devoir m'y intéresser. Ma toute première collaboration, c'était ce qui a duré 2 semaines. C'était dans un cabinet qui avait cette spécialisation dans la e-santé et toutes les applications. Et c'est vrai que entre ça et des consultations réglementaires sur des traitements anticancéreux ou innovants et donc où c'est plus sur l'aspect biologique que la recherche va se faire. Clairement, la deuxième option était beaucoup plus intéressante intellectuellement pour moi. Donc voilà, c'était la petite parenthèse pharma. Je pense quand je dis que c'est le hasard, c'est pas complètement le hasard, c'est que j'ai su probablement créer, saisir une opportunité à partir d'un dossier qui m'est arrivé par hasard, de m'intéresser à un secteur et de m'intéresser aux gens de ce secteur-là. Et donc justement, vous dites m'y intéresser et rentrer dans ce secteur, et donc comment vous vous y êtes prise ? Quand tout à coup, pas tout à coup, quand vous vous dites je veux devenir associé, il faut que je crée un business model. Comment je le crée ? Il faut que j'apporte quelque chose de nouveau au cabinet et que je crée de la valeur. Et que j'arrive à convaincre mes associés que s'ils me font confiance, ils vont créer une nouvelle offre dans le cabinet et qu'ils soient pas déconnectés, qu'ils soient de leur propre approche. Et c'était le cas, c'est-à-dire que l'offre biotech, life science orientée société innovante, avait beaucoup de sens puisque Taylor avait déjà une approche life science au plan international. On avait des associés en IP spécialisés en life science, en IT, parce que l'e-santé existait quand même déjà en 2008. Et donc, je pouvais m'appuyer et construire cette offre-là. Alors, c'est un peu prétentieux à cette époque-là, j'étais encore jeune. Mais il faut toujours commencer par un brin de prétention. Et donc, l'idée que moi, la recommandation que je fais pour quelqu'un qui veut devenir associé, c'est de se dire... il faut trouver une voie qu'on peut abandonner plus tard à la limite. C'est très, c'est très cynique, c'est opportuniste. Mais une voie qui vous plaît évidemment et qui soit un peu novatrice dans la structure dans laquelle vous êtes, qui apporte quelque chose. Sauf si vous êtes soutenu par une équipe il y a plusieurs profils d'associés. Pardon, je fais une petite parenthèse, mais vous pouvez être dans une équipe corporate qui marche très très bien et les dossiers pleuvent et on a besoin d'un jeune associé pour lui transmettre des clients. Et là, c'est magique. C'est la transmission du gâteau, c'est génial. Mais quand c'est pas le cas, il faut trouver votre voie qui n'embête personne, mais qui au contraire crée de la valeur. Il faut éviter les overlaps, c'est-à-dire il faut pas que les conflits. Il faut pas que vous marchiez sur les plates-bandes de quelqu'un d'autre. Il faut pas que vous fassiez peur à quelqu'un. C'est assez subtil. Il faut être accepté, être adoubé, et il faut que vous apportiez. C'est normal d'ailleurs. Il faut apporter de la valeur. Et il faut convaincre évidemment. Il faut apporter une valeur dans laquelle on va croire parce que il y a des synergies. Et moi, j'ai toujours été effectivement, j'ai toujours eu comme approche d'un travail en cross-practice et en synergie avec les autres. Pensez en complémentarité, mais c'est hyper important ce que vous dites parce que ça me rappelle mon entretien avec Mathieu Davy, dont le premier cabinet, ils étaient tous en IP et tous sur des secteurs assez similaires, le secteur culturel, le secteur des médias. Et en fait, il dit bah oui, on s'entendait super bien, mais on avait tellement les mêmes expertises qu'on pouvait chasser tous les mêmes clients. Et du coup, bah mine de rien, c'est dur en fait. C'est dur de ensuite dans les relations entre associés de se retrouver à avoir tous un peu les mêmes cibles et des positionnements similaires qui font que de l'extérieur on est une boutique, mais
à l'interne, ça complique les Exactement. relations. Alors que, effectivement, quand il y a cette recherche de plus de complémentarité, c'est-à-dire on cherche pas à développer quelque chose que le voisin développe déjà, Exactement. on se simplifie aussi pas mal la politique interne, quoi. Exactement, exactement. Et puis après, vous l'avez dit, en interne et en extérieur, il y a une approche marketing et de positionnement. Et c'est pas que de l'affichage, c'est une réalité. C'est-à-dire expliquer aux clients sur votre site web ce que vous offrez. Et donc, vous pouvez offrir du life science. Et dans le life science, vous offrez une offre une expertise biotech, financement, venture capital. Et aujourd'hui, c'est toujours ce que j'offre aujourd'hui. Et donc, à partir de là, d'abord, ça a un gros avantage, c'est que vous, quand vous êtes jeune collaborateur prétendant à devenir associé, ça vous donne un os à ronger tous les jours. Si vous n'avez pas de travail à un moment parce que il y a un creux, vous allez rechercher quels sont les événements auxquels vous pouvez participer, qu'est-ce que vous pouvez écrire sur le sujet, quel blog vous pouvez alimenter, qu'est-ce que vous pouvez lire sur le sujet, vous cultiver sur le sujet, quels sont les acteurs de ce sujet. C'est véritablement un travail finalement d'approche presque d'étudiant, vraiment. On fait une approche marché. Qui sont ces acteurs-là? Moi, je me souviens et je le fais toujours aujourd'hui. Quels sont les fonds d'investissement qui investissent dans ce secteur-là? Qui je peux aller voir? Comment je me présente quand je suis à l'extérieur. Et quand je suis à l'extérieur, je suis pas uniquement collaboratrice corporate, je suis collaboratrice corporate spécialisée en l'espèce, c'était... Et c'est tellement dur parce que je vois dans la formation développer sa clientèle, moi mes clients sont la vous de 2018, c'est-à-dire des avocats qui ont entre 5 et 10 ans d'expérience en moyenne, qui sont seniors, counsel ou jeunes associés dans leur structure et qui font justement ce travail de se dire ok, maintenant il faut que je construise un business. Ou pour m'installer, ou pour rejoindre une autre structure, ou pour évoluer dans mon cabinet. Et ce travail que vous avez fait de vous dire, OK, mon offre, elle va être ciblée biotech, et en biotech, je fais telle opération et telle opération. Et c'est extrêmement difficile pour vraiment beaucoup de personnes parce que il y a ce sentiment de se restreindre. Il y a ce sentiment de se dire, oui, mais, et tous les autres? Oui, mais, et en fait, c'est, comme consultante et comme formatrice, c'est dur de leur dire il faut que vous ayez confiance en la vertu, les vertus d'un positionnement précis, parce que derrière ça va vous faciliter votre travail de réseautage, votre travail de Mais exactement, ça vous facilite et ça vous donne confiance en vous. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas dans une conférence ou à l'extérieur les bras ballants. Vous avez un message. Il faut travailler ce message-là. Moi, en tous les cas, c'est ce qui me rassurait. C'est-à-dire me dire, je sais ce que je peux vendre. C'est un métier quand même de vente, l'avocat. C'est un métier de conviction et de vente. Et c'est très long. C'est très long. Développer sa clientèle, il faut quand même, sauf miracle. C'est long. Moi, je considère que mes 4 premières années ont été un travail de fond où j'avais l'impression de pas décoller, mais à un moment ça décolle. Donc pendant ces 4 ans, vous faites le pari sur ce secteur. Alors pas tout de suite quand même. Ça m'a pris, en fait, je suis restée 4 ans chez Taylor et je pense que c'est les 2 dernières années où j'ai véritablement construit mon business case et où j'ai fait le pari de ce secteur-là. Donc à un moment vous faites le pari de ce secteur et vous faites tout ce travail d'étude de marché, qui sont les acteurs, quels sont leurs besoins, comment on structure les différents financements, enfin voilà, vraiment d'acculturation. Vous allez, j'imagine, à la rencontre de toutes ces personnes-là. Qu'est-ce que et vous dites que ça a pris entre guillemets 4 ans pour vraiment voir le résultat, pour vraiment que ça décolle. Oui. Alors, il se trouve que je suis nommée associée chez Taylor Wessing au bout de 4 ans et je pars puisqu'il y a à nouveau un spin-off. Je pense que c'est mon histoire ça. À nouveau un spin-off de Taylor Wessing, un groupe d'associés part pour créer la branche française de Nixon Peabody, cabinet américain. Là, c'était un conflit d'associés sur lequel je vais pas m'étendre. Je venais d'être nommée. Je connaissais absolument pas tous les tenants et les aboutissants. En revanche, encore une fois, je suis l'équipe naturelle et
l'intuition. Je me pose pas trop de questions. Je me dis, j'aime travailler avec ces gens-là. Ils me proposent de les rejoindre. Je leur fais confiance. Alors, j'ai quand même un petit peu jaugé, écoutez. Mais il est important, au-delà de cette stratégie de clientèle, de travailler avec des gens qu'on aime. Pour moi, c'est fondamental, absolument fondamental. Donc, travailler avec les gens avec lesquels vous avez envie de poursuivre une relation, puisque j'ai dit que je travaille pas solitairement, je travaille toujours en équipe. J'ai besoin d'échanger, j'ai besoin de ce soutien autour de moi. Donc, je partais, je pouvais pas rester dans une équipe avec laquelle j'avais pas tissé suffisamment de liens. Donc, une équipe me propose de partir, je pars dans une toute nouvelle aventure entrepreneuriale. C'est ça probablement qui m'a séduit aussi. Donc là, il s'agissait de créer ce bureau français. De créer le bureau français du cabinet Nixon Peabody. Un point positif qui m'a quand même convaincu, c'est que Nixon Peabody avait aussi une approche sectorielle, life science. Donc je me disais, je n'ai pas fait tout ça pour rien. Mais là, je saute véritablement dans l'eau. C'est-à-dire qu'on m'avait fait confiance et je n'avais pas de clientèle. J'ai fait confiance, j'ai travaillé pour convaincre et pour devenir associé, mais je n'avais pas de clientèle. Ce qui était quand même... Donc en fait, pendant ces 4 ans, vous avez permis au cabinet de présenter une offre biotech sur ces opérations de corporate, mais vous aviez pas, mais les clients qui sont venus et qui ont fait vivre cette offre entre guillemets que vous avez aidé à développer. Ils étaient quand même au titre du cabinet et de vos associés, c'est ça? Ouais. Et je l'ai du coup complètement développé chez Nixon Peabody. Ouais. Et là, un peu toute seule tout de même, parce que on crée la structure. C'était une démarche très entrepreneuriale et je me suis sentie, et c'est pas du tout d'ailleurs une frustration ou je sais pas de reproche à faire, je me suis sentie un petit peu là, bon maintenant t'es un peu toute seule quand même. Pas chacun pour soi, c'est pas du tout le mot. On était plutôt soudés, mais là, ce que j'avais promis, il fallait que je le délivre dans un tout nouvel univers. Bien que on était parti à une vingtaine de gens en qui j'avais entièrement confiance, il n'empêche qu'on arrivait dans une toute nouvelle structure américaine en plus qui voulait s'implanter en France. Donc on avait un vrai enjeu. Et heureusement, le cabinet aujourd'hui n'existe plus, a fermé, mais pendant 4 ans, Nixon Peabody US nous a fait confiance. Et m'a fait confiance à titre personnel pour développer en 4 ans cette offre que j'ai continué à creuser et c'est là que j'ai véritablement donc construit une clientèle. Ça n'a pas décollé tout de suite, faut bien le dire. Donc j'encourage. Ça a mis combien de temps? Alors là, je vous pose ces questions parce que moi, je connais plusieurs jeunes associés que des cabinets internes à qui des cabinets internationaux font confiance. Pour justement sur le fait que elles vont arriver à développer une offre qui est en arbitrage, qui enfin et elles sont dans le dur là, elles sont dans le dur de on me fait confiance, j'ai des bonnes conditions pour développer parce que j'ai une belle marque, j'ai quand même une rétrocession, enfin une rémunération, un confort matériel, etc., mais je sais que j'ai quand même une échéance et il faut que je délivre. Donc vous, à ce moment-là, quand vous êtes dans le dur, comment ça se passe pour vous? Comment vous vivez les choses? Je me mets une grosse pression, comme d'habitude. Je me fixe des objectifs que j'atteins pas forcément, mais je reconnais aussi quand même que c'est une alchimie quand même la réussite de la recherche, enfin de la construction d'une clientèle. Ça ne tient pas que sur les épaules d'une seule personne. C'est l'alchimie, c'est la confiance des autres associés, c'est la confiance du réseau quand vous êtes dans un cabinet international. Ça peut se développer rapidement ou pas, mais même si vous le développez pas rapidement, si vous arrivez à démontrer que chaque année vous apportez quelque chose et que vous êtes dans la construction pérenne, on va vous faire confiance. Mais il y a pas de règle. Moi, je dirais que ça a pris 4 ans, où j'ai trouvé que pendant 4 ans, j'ai tissé mon réseau, j'ai développé l'écosystème, j'ai posé des petits cailloux
J'ai jeté beaucoup de perches à l'eau, et puis ça prend petit à petit. À partir de quand vous avez commencé à avoir vous dites 4 ans, mais est-ce que il y a eu je sais pas, une conférence déclic, un article déclic, un client déclic qui a ensuite été une perche qui a rencontré un poisson, on va dire qu'en tout cas, à un moment vous avez senti qu'il y a une vraie rencontre qui s'est faite entre ce que vous proposiez et le marché que vous cherchiez à développer. Oui, il y a forcément des clients déclics. Il y a des clients qui effectivement, moi j'en ai un en tête, qui m'a fait confiance et qui m'a ouvert certaines portes, qui m'a présenté d'autres personnes et sur lesquelles j'ai pu m'appuyer. Et c'est ça aussi, c'est s'appuyer sur ses propres succès pour les valoriser. C'est-à-dire pour faire savoir ce que vous avez fait, évidemment, et savoir demander à un client, aidez-moi. Alors c'est pas sous ces termes-là, mais dites-lui, présentez-moi telle personne. Je vois que vous connaissez telle personne, présentez-la moi. Vous avez rien à perdre, et moi je vais essayer de le convaincre de me choisir comme avocat. Il y a aussi pas mal de démarches commerciales et marketing et d'événements que vous pouvez faire. Je me souviens d'avoir organisé un événement à l'Assemblée nationale sur le financement de l'innovation. Aujourd'hui, il y en a plein des événements, et il y en avait déjà à l'époque. Mais on a toujours tendance à se dire, il y a plein d'événements, je vais pas en faire un énième. Bah si, on peut en faire un énième, parce que d'abord, vous n'aurez pas toujours le même public, et parce que ça vous donne de la visibilité et ça vous permet de travailler votre discours encore une fois et de travailler l'écosystème. Donc j'ai organisé un événement à l'Assemblée nationale avec un autre associé qui était un ancien député et qui m'a ouvert les portes de l'Assemblée nationale. C'était phénoménal pour moi. 200 personnes sont venues. J'avais jamais organisé un tel événement avec des tables rondes, avec des fonds d'investissement, avec des entrepreneurs, et je l'ai fait aussi avec un client qui justement était mon client en référence, qui est venu témoigner. Donc c'était effectivement lui demander aussi d'intervenir avec moi, avec nous, de faire une sorte de partenariat avec nous pour créer, pour organiser cet événement-là. Et je pense que cet événement qu'on a fait 2 années consécutives nous a donné de la visibilité. Et en tous les cas, m'a permis aussi de rencontrer d'autres personnes. Parce qu'on a invité des personnes de l'écosystème que je connaissais pas forcément, mais ils sont quand même venus. Parce qu'évidemment, l'écosystème, il faut les clients potentiels aiment se rencontrer entre eux aussi, aiment rencontrer des financiers. Ouais. C'est pour ça, ces événements-là sont là pour ça. C'est des événements de rencontres. Ouais. Et je pense que ça a été probablement une aide à mon développement à un stade donné de ma carrière. Ouais. Et justement, vous parlez de cet écosystème très riche. Vous avez, et au sens large, c'est-à-dire que vous avez évoqué chez Arthur Andersen, tous vos interlocuteurs, parce que vous travaillez de façon transversale avec les autres équipes. Ensuite, Taylor, vos nouveaux associés, et puis vient se rajouter à cet écosystème de votre réseau d'avocats, entre guillemets, mais pas que, de financiers, d'experts comptables avec qui vous avez eu l'occasion de travailler, les acteurs de ce nouvel écosystème que vous avez pénétré côté biotech et côté innovation. Donc ça fait ça fait beaucoup d'interlocuteurs. Est-ce que vous aviez mis en place des sortes de systèmes pour vous aider à organiser votre réseautage ? C'est une question qui m'intéresse tout personnellement, parce que moi aussi j'ai beaucoup d'interlocuteurs et je me demande comment m'organiser. Alors l'avantage quand même des structures dans lesquelles j'ai évolué, c'est que cette organisation-là, ces outils-là, vous les avez. On a une aide en business développement, on a des personnes qui sont spécialisées en marketing, on les a aujourd'hui chez Bird évidemment, qui vous aident à organiser tout de même votre carnet d'adresses, tout simplement. Ouais. Et donc comment ça s'organise un carnet d'adresses ? Ça s'organise grâce à des outils tout de même informatiques, c'est-à-dire que vous avez des bases CRM, de données, exactement, un CRM qui vous permet de catégoriser votre clientèle et ce que vous faites. Aujourd'hui, chez Bird, on a une offre Life Science très très structurée, internationale, et on est capable de savoir très vite qui, au plan international, quel type de société on a pu accompagner
et de manière très très pointue. C'est-à-dire, vous cherchez une société qui fait de la recherche très pointue sur un domaine très particulier. Qui l'a aidé chez Bird, on va le savoir. Donc ça vous permet quand même de faire, heureusement qu'on a ces outils-là, hein, de faire des approches ciblées clientèle très pointues. Sinon, à l'échelle individuelle, c'est impossible. Donc il faut bien avouer, et c'est pour ça que moi j'aime ce genre de structure, c'est que finalement la démarche commerciale, elle ne repose pas que sur mes frêles épaules. C'est que je suis quand même entourée, encore une fois, de personnes qui sont pas que des avocats, qui sont plus intelligentes que moi dans la démarche commerciale et qui vont m'aider et me donner ces atouts de business développement. Alors, je rassure tous ceux qui sont pas dans des grandes structures, vous non, pouvez c'est pas aussi. Bien sûr, évidemment. Non, mais bien sûr, vous avez cette connaissance et c'est super de la partager. Je fais une incise pour préciser. Il y a des freelances extraordinaires qui peuvent vous accompagner ponctuellement dans la structuration de votre CRM. Complètement. Et voilà. Moi, en tous les cas, je pense que c'est essentiel de se dire que on ne peut pas. Je veux pas non plus donner de grandes leçons, mais si on veut développer un business model sérieux, pérenne, seul c'est difficile. Et donc effectivement, il faut se faire accompagner par des gens qui vont avoir une hauteur de vue et qui vont pas être le nez dans le guidon et qui vont regarder et vous aider à analyser votre portefeuille de clientèle. Nous aussi, on se fait régulièrement des réflexions sur notre portefeuille de clientèle chez Bird. Heureusement. Ça ressemble à quoi une réunion de réflexion sur un portefeuille de clientèle ? C'est l'analyse de savoir quel est le profil de votre clientèle. Est-ce que elle est uniquement traitée par un seul avocat ? Est-ce qu'on peut pas on se rend compte souvent, très souvent, que les associés n'ouvrent pas assez leurs clients à d'autres expertises. Or, faire croître un cabinet, c'est faire en sorte que les clients soient traités sur tous les aspects dont ils ont besoin. Alors c'est un vœu pieux, ça marche pas toujours évidemment, mais c'est quand même plus facile de développer un client avec lequel qui est déjà en interne et qui a toute votre confiance et de lui présenter un avocat en fiscalité, en data protection, en IP, parce qu'il a confiance en vous. Et il peut avoir, évidemment, il vous a pas attendu pour être aidé sur les autres secteurs ou sur les autres expertises, mais il y a toujours des opportunités. Et donc, c'est quand même plus facile de développer sa propre clientèle, de développer et de croître à partir de sa propre clientèle. Ensuite, c'est l'analyse de est-ce que votre clientèle, elle est véritablement en adéquation avec votre profil et votre discours et votre positionnement. Quand vous dites est-ce que je suis véritablement avocat en life science, est-ce que le cabinet est véritablement en analyse et on voit quel type de clients on a entre les startups, les grandes pharma, les medical devices, la e-santé et on voit les zones de faiblesse. Donc ça permet surtout cette analyse-là de trouver des nouvelles pistes de développement. Est-ce que on a une clientèle trop ancrée, trop française ? Est-ce qu'elle est trop internationale ? Est-ce qu'elle vient du réseau ? Est-ce qu'on est suffisamment positionné en France ? Est-ce qu'on est dépendant ? Est-ce qu'on est dépendant ? Exactement. Donc il y a énormément de travail et de nouvelles pistes de développement qui ressortent d'une analyse du portefeuille client. Et souvent, on n'est pas assez critique soi-même par rapport à sa propre clientèle. C'est pour ça qu'un tiers est souvent important parce que il va être plus critique. Il va avoir aussi lui l'expérience et le retour d'expérience de ses propres clients. Il va savoir vous dire quelles sont vos faiblesses. Et puis c'est vrai qu'il y a ce truc où on développe quelque chose et on se construit une narration interne qui est aussi alimentée par le regard des autres. Mais voilà, on se fige un peu dans quelque chose. Et puis à en oublier de regarder quelle est la réalité de son terrain au-delà de justement ce discours de marketing et de vente, etc., etc. Moi, je sais que je l'ai beaucoup vécu avec Fleur d'Avocat parce que pendant longtemps, je pensais que Fleur d'Avocat était quelque chose plutôt pour jeunes avocats. Puis on a réécrit la page de présentation de la formation Développer sa clientèle. Et il y avait une liste d'attente. Et sur la liste d'attente, il y avait environ 65 personnes qui étaient inscrites. Et la page était rédigée en ciblant quand même beaucoup parler aux collaborateurs qui voulaient développer leur clientèle en parallèle. Et je vais voir sur cette liste d'attente, mais on était à 3 jours de la finalisation de la page.
Et là, je me rends compte qu'en fait, plus de la moitié des personnes inscrites sur cette liste d'attente ont non pas entre 0 et 50 barreaux, mais entre 5 et 10 ans de barreaux. Qu'il y en a une bonne partie qui sont ou indépendants ou déjà associés dans des plus ou moins grandes structures. Et là, je me dis, mais en fait, on a complètement fait fausse route dans ce qu'on a raconté, quoi. Parce que les personnes qui en fait constituent ma base de prospects ne correspondent pas du tout à ce que je pense à l'offre et à l'offre que vous voulez exactement développer. Et pareil quand j'ai changé de CRM et donc du coup j'ai tout cleané au niveau, j'ai tout nettoyé en termes de, et là je regarde les personnes inscrites à ma newsletter et je me rends compte qu'en fait il y a beaucoup de personnes qui sont pas du tout des jeunes avocats qui lisent mon travail, et donc c'est vrai qu'en fait il y a un travail derrière de se dire, ok, quels ajustements est-ce que ça invite à faire, Exactement. Et donc voilà. Donc en tout cas, vous, ça a été, je veux dire, vous vous appuyez encore beaucoup aujourd'hui, et vous en avez fait un rituel de, d'analyse des clients, de la base de prospects, etc. etc. Oui, et alors, effectivement, vous pouvez être dans une structure à 2 avocats ou à 30 associés. On a beau se parler au quotidien. Ouais. On n'arrive pas toujours dans le détail et la granularité à laquelle on voudrait arriver. Donc cette analyse-là, tous les jours, on découvre qu'on travaille pour un client dont personne n'a connaissance et qui est un beau client. Donc on a ritualisé chez Bird des événements des rendez-vous de cross-selling tous les mois, où chaque associé a pour objectif de présenter un client à d'autres associés, et ces rendez-vous-là, en fait, il faut surtout faire un follow-up, et on se rend compte qu'il y a plein d'opportunités. Tout n'aboutit pas, évidemment. Encore une fois, vous lancez 10 perches, il y en a peut-être 2 qui vont aboutir, mais c'est déjà beaucoup. Donc il faut en lancer beaucoup, il faut lancer beaucoup d'initiatives de cross-selling pour que ça marche. Et parfois, ça donne des très très belles histoires auxquelles on n'avait pas pensé, et parfois on y pense et on fait pas la démarche. Donc il y a aussi effectivement ces rituels, c'est aussi une sorte d'exercice de style, mais aussi d'obligation positive qui vous force à faire ce que vous aviez en tête mais que vous ne faites pas. Si vous êtes convoqué tous les mois sur un rendez-vous de cross-selling, vous avez promis de faire ça, maintenant faut le faire. Ouais, c'est vrai, c'est hyper important enfin moi j'aime beaucoup le fait de se créer des rituels parce que ça élimine la décision de se dire, ok, maintenant je le fais. C'est-à-dire qu'on s'est mis une obligation, bien sûr, on arrête de procrastiner. Et dernière chose, je voulais rajouter, parce que il y a effectivement ce côté découvrir les clients qui sont dans le cabinet dont on n'a pas connaissance, mais et je renvoie les auditeurs vers ce super épisode, cette interview de Sonia Cissé que vous connaissez peut-être parce qu'elle fait de l'IT chez Linklaters, et qui explique qu'en fait il y a aussi un enjeu du fait que ses confrères puissent expliquer ce qu'on fait. Enfin, c'est-à-dire de pouvoir vendre l'expertise des autres, et encore faut-il pour ça comprendre quel est le travail des autres. Complètement. Ça, c'est essentiel. J'ai oublié de le dire. Ouais. Comprendre ce que font les autres, qui est souvent très très technique, et quel type de clientèle ils ont, pour trouver parfois encore une fois des opportunités auxquelles vous aviez pas pensé. Et donc vous évoquez, donc vous êtes chez Nixon, vous avez évoqué que ça a duré 4 ans et que le cabinet ensuite a arrêté, a fermé. Donc finalement ça n'a pas été concluant, ce marché français. Non, pour eux. Ça n'a pas été concluant, et j'en garde aucune frustration, parce que moi ça m'a permis de véritablement me développer sereinement, parce qu'ils ont été très bienveillants. Et de me convaincre que j'étais capable de continuer dans cet exercice-là, parce que je dis pas qu'il n'y a pas des moments de grand doute quand même, mais que j'étais capable en tous les cas de développer. Le bureau a fermé pour plusieurs raisons, probablement parce que les cabinets américains ont quand même des ambitions qui sont très élevées par rapport à un marché français qui est pas toujours à la hauteur. C'est probablement une affaire humaine aussi, Je pense qu'il y a une lassitude entre les personnes, ça c'est évident. Et puis on avait quand même ouvert en 2008. On ouvre en 2008, donc en pleine crise. Bon, donc c'était pas quand même la meilleure époque. Donc on peut pas dire qu'on ait performé autant qu'on l'imaginait, et que Nixon Peabody l'imaginait. Donc c'est pas du tout une mauvaise expérience.
Mais c'est un déclic aussi. Pour moi, ça a été vraiment le grand saut, comme je vous l'ai dit. Ça m'a conforté dans mon désir de continuer dans cette voie-là, parce que il faut bien avouer que on se pose souvent des questions quand même à certaines étapes de sa carrière. Hein. Vous parliez de Thibaut Delorme aujourd'hui, c'est un éminent juriste, voilà, qui a fait une très très belle carrière et qui aurait pu probablement continuer à être avocat. Hein. Oui, et il parle beaucoup de ces différentes phases dans son interview de questionnement. Exactement. Et de comment il les a aussi accompagnés et de où est-ce que ça l'a mené. Mais avec, enfin voilà, par exemple, il a parlé de la difficulté qu'il a eue dans son développement dans cette grosse entreprise de médias Lagardère. Chez Lagardère, et ensuite de voilà un peu la crise de carrière que ça a impliqué et qui en fait a mené derrière à son intégration chez Air Liquide, donc plutôt quelque chose de voilà, tout à fait positif. Moi, je me suis posé 2 fois très 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 sérieusement la question de partir en entreprise. Parce que des clients vous ont fait les yeux doux. Oui. Ouais. Et parce que je doutais de ma capacité de pérenniser cette démarche permanente de recherche de clients, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Et je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout, parce qu'en fait, rétrospectivement, c'est ce qui aujourd'hui me fait me lever le matin. C'est ma relation client. Et c'est la fierté que j'ai d'avoir cette relation client et d'avoir construit cette approche-là. Je dis pas du tout que j'aurais peut-être été très heureuse dans une grande entreprise, mais aujourd'hui, la réalité, c'est que je regrette pas du tout. Et j'engage beaucoup de personnes qui nous écouteraient à réfléchir à 2 fois, parce que il y a des moments difficiles dans la carrière d'avocat, mais il y a des moments qui sont tellement valorisants que ça peut valoir le coup de continuer. Qu'est-ce qui vous a aidé à finalement ne pas prendre la décision d'aller en entreprise? Enfin, vous dans ces moments de dur, quoi. La première une crise majeure, c'était au moment où je devenais associée, justement. J'avais une offre dans une grande entreprise et j'avais la possibilité de devenir associée. Et quelqu'un m'a rattrapée. J'avais démissionné. Et quelqu'un m'a rattrapé, le managing partner de l'époque, et il m'a dit: mais Emmanuel, tu pourras toujours devenir juriste en entreprise, mais là, tente cette aventure d'associé. On t'a fait confiance. Tente cette aventure-là. Si tu n'aimes pas, tu abandonneras. Mais tu peux pas aujourd'hui reculer alors que tu t'es battu pendant 4 ans. C'est quoi cette attitude? Donc, je pense qu'il m'a vexée d'abord, parce que je me suis dit, bah oui, effectivement, c'est vrai que c'est un peu reculer devant l'obstacle. J'avais probablement peur. Et il a eu raison. Et résultat, je crois que j'ai dû tenter une deuxième fois, parce que je pense que je trouvais que ça n'avançait pas assez vite, hein, mon business. Mais j'ai pas eu probablement l'offre non plus qui me séduisait, et je sentais bien qu'il y avait un challenge que je pouvais relever et qui me plaisait tout de même. C'est toujours un arbitrage, hein, avantage, inconvénient, et l'arbitrage, je l'ai fait et je le regrette pas du tout aujourd'hui. Pas du tout. C'est très difficile de distinguer entre la peur de l'obstacle et la mauvaise intuition. Oui. Je sais même pas si c'est possible de distinguer. Je pense que c'est juste a posteriori qu'on sait si c'était une mauvaise intuition, enfin une bonne intuition ou une peur de l'obstacle. Complètement. Ce truc où on est un peu à l'aune d'un nouveau, de quelque chose de nouveau. Non, mais en fait, non. J'ai cet autre truc qui a l'air aussi très très bien. En fait. Je pense tout de même que fondamentalement, ce qui me plaît aussi, j'en ai pas parlé beaucoup, parce que c'est que le métier d'avocat, c'est quand même un métier libéral et de grande liberté. Vraiment. Même si je n'ai pas le profil de l'avocat plaidant, aujourd'hui, je peux décider de quel client je choisis, quel client je vais sur lequel je vais m'investir et quel client je refuse. C'est quand même toujours un luxe. Et j'ai quand même l'impression d'être libre. Alors, avec plein de contraintes, mais parce que c'est le travail. Des contraintes choisies. Des contraintes choisies, c'est des contraintes... c'est un compromis, mais j'ai fondamentalement quand même un esprit, je pense, entrepreneurial. Et cet esprit, l'avocat est libre. C'est fondamental.
Vous avez évoqué le fait qu'aujourd'hui, vous sentez libre de refuser un client, de choisir les clients sur lesquels vous vous investissez. Quels sont justement, qu'est-ce qui fait que vous allez vous investir sur un client et que vous allez refuser un autre? Alors, j'en refuse quand même pas beaucoup, faut quand même pas. Mais encore une fois, je crois que c'est quand même souvent, très souvent, l'humain. C'est que j'ai un profond respect pour mes clients, mais véritablement. J'ai une relation très proche avec mes clients. Je suis admirative véritablement de leur parcours et je suis capable de donner beaucoup, et mon équipe aussi, pour des clients qui sont eux aussi, qui nous donnent beaucoup. On nous renvoie une très belle image de nous aussi. Et c'est ça qui est vertueux, c'est que j'ai une clientèle d'entrepreneurs avec lesquels on a une relation un peu fusionnelle. Je veux pas aller au-delà, hein, mais je pense qu'ils nous le rendent. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup pour eux, ils travaillent énormément, ce sont des gens admirables, honnêtement. Je vous l'ai dit, hein, ils sont capables de naviguer entre la science, le juridique, le financier. Je les trouve absolument admirables, ces entrepreneurs, et avec un potentiel incroyable. Et donc, on est capable de donner beaucoup pour eux. Et j'ai véritablement la chance d'avoir des clients, je trouve, qui me motivent. Et donc, je suis des clients qui se comportent mal à notre égard parce que ils respectent pas notre vie, les délais. C'est quand même un travail où on donne beaucoup de soi et de notre temps et qui respectent pas la qualité de ce que l'on fait. Oui, parfois je me paye le luxe entre guillemets de poliment les décliner. Ouais, c'est chic. Alors ça arrive peu, hein, il faut quand même pas. Non, mais quand ça arrive, c'est chic, je pense. Je pense qu'il faut quand même garder à l'esprit qu'on est là aussi pour se faire plaisir et pour retirer de tout ça une fierté d'avoir contribué au développement d'une société et au développement, à une aventure humaine. Mm. Et j'ai beaucoup d'associés autour de moi qui ont cette attitude-là chez Bird, c'est-à-dire que je pense qu'on on met l'humain véritablement en premier, y compris à l'égard de nos clients. Mm. Je vous ai donc laissé sur cet arrêt avec Nixon. Comment est-ce que vous rebondissez? Qu'est-ce que ça implique pour vous? Alors ça implique une prise de conscience en me disant j'ai toujours évolué dans des cabinets internationaux. J'ai jamais testé la boutique française et c'est pas péjoratif. Encore plus entrepreneuriale. Et là aussi c'est une affaire d'intuition et de coup de tête. Je rencontre à nouveau quelqu'un qui est un ancien de chez Archibald. Et je vais chez Redlink, cabinet français de petite taille, très entrepreneurial. Et là aussi, je tombe sur une équipe qui me séduit. Et je me dis, je pense que j'avais été un peu blessée tout de même par l'aventure Nixon Peabody d'un cabinet international qui décide, pas du jour au lendemain, c'est pas vrai, mais qui décide tout de même de fermer un bureau. Et là, je me dis, soyons véritablement entrepreneurs et indépendants. Je vais dans une boutique française et là, j'ai confiance en moi. Je vais me développer. Et de fait... Qu'est-ce qui s'est passé avec vos autres associés? C'est-à-dire que vous n'avez pas voulu recréer quelque chose ensemble du tout. On s'est tous éparpillés. C'est là où je disais que c'est quand même probablement quand même il y a un problème, il y a eu un petit une désaffection humaine. Hein. On n'a pas voulu du tout recréer ensemble. Il y a eu des tentatives, mais on n'a pas abouti. Et donc je suis repartie avec un associé tout de même chez Redlink. Un peu page blanche, quoi. Oui, un peu page blanche. Quand même un associé. Oui, quand même un associé et puis 2 collaborateurs. Donc quand même toujours une petite équipe. Et donc une aventure à nouveau 4 ans chez Redlink. Vous avez un cycle de 4 ans, non? C'est-à-dire là je suis depuis 5 ans chez Bird, c'est très dangereux. Et ben voilà. Je pense que c'est un peu un nouveau cycle pour vous chez Bird, mais et donc là c'est une aventure très très entrepreneuriale pour le coup, toujours avec la même approche, hein, qui a été très positive. J'ai appris beaucoup dans ce genre de structure où là on apprend à manager ses clients au plus près au plan financier.
Ce qui n'est pas toujours le cas dans les grandes structures. Parce que dans les grandes structures, vous êtes plus contrôlé par le managing partner, par... Non, mais on n'est même pas assez contrôlé, je trouve, parfois. C'est-à-dire que, en fait, vous avez quand même une garantie, finalement, de rémunération. Évidemment, vous avez des objectifs, mais on vous laisse tout de même le temps de développer. Il y a parfois même... Je dis pas qu'il faut aller dans des extrêmes, mais il y a une vertu à être à véritablement tous les jours, toutes les semaines, monitorer ce qu'on appelle le practice management de sa clientèle et de son chiffre d'affaires. Et dans une petite structure où le nerf de la guerre, c'est quand même les encaissements, on apprend à facturer très vite, à encaisser très vite. On regarde véritablement la profitabilité de ses équipes, on pilote. C'est vraiment une entreprise où les associés sont directement responsables financièrement de la rentabilité de la structure. Et donc ça, j'ai appris de manière incroyable. Et aujourd'hui, j'en tire encore les bénéfices. C'est-à-dire que j'ai une vraie approche quand même de rentabilité et d'analyse de mon portefeuille client, qui est importante. Qu'est-ce que ça a changé chez vous? Est-ce que ça a changé votre manière de poser vos honoraires? Est-ce que ça a changé votre manière de structurer votre équipe? Oui. Qu'est-ce que vous en avez retiré? En fait, je pense que j'ai véritablement boosté ma démarche commerciale parce que là, j'avais un enjeu immédiat de réussite. Globalement, ma rémunération, c'était vraiment un système très... c'était pas du hit what you kill, qui est un terme un peu qu'on entend, mais c'est quand même un système où vous devez absolument... votre rémunération, elle est liée complètement à votre chiffre d'affaires. Complètement. Ce qui n'est pas le cas dans les grandes structures. Et donc j'ai appris enfin je pense que j'ai mis les bouchées doubles, ce qui m'a du coup véritablement poussé dans le développement de ma clientèle. J'ai appris probablement à rechercher des profils de candidats collaborateurs un peu différents qui acceptent de venir dans des structures plus petites, qui sont un peu moins rémunérés, mais qui peuvent avoir des bonus importants. C'est difficile parfois de convaincre des collaborateurs de rejoindre des plus petites structures, alors que ils pourraient être véritablement choisis par des plus grosses structures qui leur offrent des rémunérations plus importantes. Donc c'est difficile. C'est difficile, et moi, pour parler à beaucoup de petites structures, mais qui ont des activités qui décollent, c'est-à-dire que il y a un gros paradoxe, j'ai l'impression, dans des candidats, des avocats, des jeunes avocats, qui ont un discours de recherche, d'indépendance, d'innovation dans la manière de pratiquer. Alors c'est pas réservé aux petites structures, tout ça, mais voilà, en tout cas un discours de vouloir s'ouvrir, de pas chercher une voie toute tracée en gros cabinet, etc., etc. Et puis quand ils se retrouvent face à une offre dans effectivement un cabinet qui répond à ces critères, versus une offre dans une grosse structure établie qui est une marque, qui va être une sécurité sur un CV, etc., etc. Bah en fait, il y a quand même la tentation d'aller se sécuriser en termes de marque, un peu comme un jeune d'école de commerce qui passerait par un gros cabinet d'audit pour un peu apposer le tampon et pendant quelques années et ensuite voir. Et c'est vrai que je pense que c'est très frustrant pour beaucoup de plus petites structures qui ont des beaux portefeuilles de clients, qui ont des belles perspectives d'évolution pour leurs collaborateurs, et qui se retrouvent un peu à cette croisée des chemins où ils ont l'impression de pouvoir offrir quelque chose de sexy et de pas arriver à vraiment voilà, c'est peut-être un rapport au risque finalement au moment de faire ce choix de carrière, de se dire ok, en fait je vais faire le pari de cette structure, de cette pratique, de cette clientèle, etc. Et en fait, donc c'est encore une fois une expérience qui m'a beaucoup aidée à évoluer, à me conforter dans ma démarche. En revanche, et je m'en suis ouverte au bout de 4 ans, j'avais une crainte, c'est que je voyais ma clientèle de start-up, biotech, medtech grossir, me confier des missions de plus en plus sophistiquées et en perdre. J'en perdais, ou en tous les cas, je sentais que j'allais en perdre
parce que je n'avais pas la marque anglo-saxonne, la signature. Et parce que mes clients sont financés par des gros fonds d'investissement internationaux et Redlink, pour eux, c'était pas suffisant. Quand vous faites une introduction en bourse, il faut une signature, véritablement. Comme je suis aussi quelqu'un d'assez anxieux, je me projette toujours dans le futur. Je me dis, mais comment je peux continuer à développer ma clientèle ? Comment je la développe ? Toujours, pendant 10 ans encore, hein, voire plus, dans une structure où finalement, tout mon credo, je le retrouvais pas. Et c'est pas une critique, hein, c'est pas du tout une critique de cette structure-là. Encore une fois, j'ai beaucoup apprécié mon passage chez Redlink, mais j'avais toujours prôné la cross expertise, le cross développement et le développement à l'international. Or là, finalement, j'allais un peu à l'encontre de mon business model. J'avais pas forcément des associés qui avaient la même démarche que moi. J'étais la seule à avoir cet étendard life science, la seule quasiment. Et je pense que c'est impossible de continuer à développer et à avoir cette offre si on n'a pas autour de soi une vraie équipe élargie et une marque internationale. Donc j'ai anticipé, tout allait bien, mais je me suis dit, à un moment, je vais le regretter et je vais pas trouver les leviers. Tout va continuer à reposer tout le temps sur mes épaules et recommencer. Perdre des clients, c'est très frustrant de les perdre pour les mauvaises raisons. Ouais, les perdre pour une histoire de signature, ça doit être tellement frustrant. Et on a envie de grossir en même temps que ses clients. Et donc, là aussi, je suis partie un peu sur un coup de cœur, puisque j'ai à nouveau rencontré quelqu'un qui est un ancien à nouveau d'Archibald, que je rencontre au gré de je sais plus trop à quelle occasion. Et on discute, et elle me dit, mais Emmanuel, tu as le profil pour venir chez nous, chez Bird. On a une offre Life Science, on n'a personne en corporate Life Science, et je pense en plus que tu vas t'épanouir dans notre environnement. Et j'ai rencontré l'équipe et ça a été un coup de cœur. Donc j'ai à nouveau changé en me disant c'est exactement la structure qu'il me faut. Je retrouve ces synergies, je retrouve une très belle marque, une approche sectorielle qui a du sens par rapport à votre secteur, l'innovation. Voilà. Donc l'innovation que j'avais prônée depuis Taylor, je l'ai trouvée encore plus élaborée quand même chez Bird. Et puis une aventure encore une fois humaine, c'est-à-dire j'ai vraiment été séduite par l'équipe. Et aujourd'hui, c'est encore ce qui me motive, c'est que j'aime le modèle, j'aime l'ambiance en France, à l'international aussi, et j'ai la certitude. J'ai beaucoup moins d'inquiétude sur mon avenir, c'est-à-dire que tout ne repose pas sur mes épaules et on se développe très sereinement et même très bien dans ce secteur-là grâce à cette marque-là. Donc effectivement j'ai ces leviers. Il y a véritablement, on a besoin de leviers, je pense, on peut pas travailler seul. Et donc j'ai aujourd'hui des associés qui ont la même démarche, je suis pas la seule du tout à porter l'étendard du life science. On est toute une équipe en France et à l'international. J'ai une équipe de collaborateurs que j'ai réussi à fidéliser. J'ai quelqu'un quand même qui m'a suivi depuis Arthur Andersen, qui travaille avec moi depuis 17 ans, qui est un pilier de mon équipe, et je trouve qu'on arrive à convaincre beaucoup plus facilement, malheureusement pour des plus petites structures, on arrive à convaincre des collaborateurs de nous rejoindre. C'est encore difficile parce qu'on n'est pas dans le magic circle, et donc on est concurrencé évidemment dans cette démarche de conviction à l'égard des collaborateurs, mais je trouve qu'on a un modèle intermédiaire qui est très séduisant de vie saine, professionnelle et personnelle, et d'approche humaine de la profession. Et parce que vous avez beaucoup changé de cabinet, vous avez vu tout est relatif, mais vous avez eu beaucoup de structures. Oui. À partir de, on va dire, Nixon, vous avez constitué votre propre clientèle, vous avez eu vos propres clients, et donc il y a eu Nixon, Redlink et maintenant Bird & Bird. Vous avez évoqué des clients qui vous ont quitté pendant que vous étiez chez Redlink pour ces histoires de signature. Comment est-ce que vous avez l'impression que votre clientèle vous a suivi au fur et à mesure des aventures ? Est-ce que
Est-ce que c'était des inquiétudes pour vous que les changements de Ah oui, cabinet, bien sûr. enfin, comment vous avez géré ça en fait? Oui, c'était une inquiétude fondamentale que les clients suivent parce que on a construit et ça serait un profond échec de pas arriver à convaincre les clients de nous suivre. Et globalement, ils m'ont vraiment suivi et ils m'ont suivi parce que ils évoluaient aussi, ils grossissaient et du coup, je répondais à une inquiétude sous-jacente qu'ils avaient peut-être pas manifestée, donc ils étaient plus confiants. Et beaucoup m'ont dit, ah oui, quand même, on est plus rassuré que vous soyez chez Bird aujourd'hui. Ouais. Mmh. Et aujourd'hui, ma clientèle, elle évolue. J'ai aussi une clientèle qui vient du réseau et qui me donne l'occasion de travailler sur d'autres types de dossiers, toujours dans le life science, mais je vais faire un peu plus de M&A que je ne faisais avant. Les tours de financement deviennent beaucoup plus gros. Je vais faire des IPO, j'en avais fait dans le passé, mais je peux faire aujourd'hui des IPO sur le Nasdaq aux États-Unis ou des IPO un peu plus Donc conséquentes. IPO, c'est une rentrée en bourse. Entrée en bourse. Donc je suis aujourd'hui, il faut trouver les moyens aussi de se renouveler. Et donc c'est renouveler sa base de clientèle, mais c'est aussi renouveler au quotidien le travail. Et les dossiers ne se ressemblent jamais, ça on se le disait au tout début, mais les dossiers ne se ressemblent pas non plus parce que tout à coup une opération de plus grande ampleur se présente à votre client et vous les accompagnez sur un rapprochement avec d'autres sociétés et donc avoir une plateforme qui vous permet aussi de répondre à ça dans leur croissance internationale. Bah finalement c'est satisfaisant parce que vous conservez la clientèle, vous en acquérez une nouvelle que vous n'aviez pas l'occasion d'avoir à aucun moment. L'écosystème s'élargit. Ouais. Et donc, pour moi, qui ai toujours une inquiétude sur ma pérennité dans cette profession, je vois, encore une fois, qu'il y a plein de pistes que je n'avais pas avant et que je vais pouvoir creuser un jour. Je les creuserai pas toutes, heureusement. Mais en tous les cas, ça me permet aussi de ne pas m'ennuyer. Et de toujours me renouveler. Et on n'aborde jamais le même type de problématique, même dans une levée de fonds, il y a toujours une problématique différente. Puis faire intervenir aussi nos expertises à l'international. C'est frustrant quand... c'est difficile d'avoir une offre avec vraiment internationale. Vraiment internationale. Vraiment. Et Bird est un cabinet extrêmement intégré. Je peux appeler un associé dans n'importe quel pays, il me répondra dans la minute s'il est disponible, comme mon voisin à Paris. Et ça, c'est fondamental, avec la même qualité, le même souci. Et c'est probablement lié à la méthode de rémunération des associés qui pousse tout de même à travailler en commun, en synergie et à partager. Et elle est comment justement cette méthode de rémunération des associés ? Elle est très complexe. Non, mais ça m'intéresse parce que c'est un gros sujet en fait. C'est un gros sujet. Comment vous vous êtes organisé de ce point de vue-là ? Bah, elle prend en compte plusieurs critères. C'est vraiment un mix et la pondération de tous les critères, ça je ne la connais pas. Mais en fait, elle prend en compte la qualité évidemment de technique, c'est-à-dire que vous traitez des dossiers. Et vous êtes rémunéré aussi pour la quantité de travail que vous abattez. Ça, c'est évident. Donc ça, vous le mesurez, j'imaginais, à l'horaire. Voilà. Okay. Voilà. Après, vous êtes rémunéré aussi à la capacité d'apporter une clientèle et à être ce qu'on appelle client relationship partner. Donc et il y a plusieurs types de profils, évidemment, heureusement. Et vous avez des associés qui sont plus dont le curseur est un peu plus vers la relation client, vers l'expertise technique. Et on a besoin de tout ça. Et donc, on est capable d'avoir une analyse à 360 où on prend en compte votre capacité de gérer des clients, de ramener des clients, de ramener des nouvelles offres, surtout de cross-seller, d'apporter des clients aux autres associés en France, mais aussi à l'international, de traiter. De nourrir une équipe et d'être rentable. On regarde évidemment votre rentabilité aussi. Mais je trouve que c'est très équilibré. C'est-à-dire qu'on n'est absolument pas orienté uniquement par la rentabilité. Ce qui fait que je pense qu'on n'est pas... On n'a pas de profil de mercenaires. On a des gens qui veulent s'inscrire sur le long terme, qui sont passionnés et qui ne considèrent pas qu'une très bonne année doit être nécessairement... immédiatement rémunéré de manière en dividende. Exactement. Et donc on doit s'inscrire sur le long terme. Ce qui veut dire que si vous progressez
beaucoup, vous allez être rémunéré progressivement. Et si vous chutez un jour, une année, on va pas vous pénaliser immédiatement. Et ça, c'est fondamental parce qu'on est dans un métier à risque où aucune année ne se ressemble. Et donc, on essaie de voir si sur le long terme, vous êtes capable de maintenir et de croître petit à petit. Et c'est ça qu'on rémunère. Et donc, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'il y a une valorisation du cross-selling, c'est-à-dire une valorisation du fait d'envoyer des dossiers à d'autres on prend en compte ça, véritablement. Et vous êtes managing partner depuis quelques mois. Oui. Alors c'est amusant parce que vous m'avez été recommandé il y a longtemps pour le podcast. Quand je vous ai contacté en octobre, je savais pas. Enfin, je l'ai appris quelque temps après que vous aviez accepté entre-temps. Et donc c'était amusant. Je me suis dit résultat, on va faire cette interview dans une période de transition, ça va être intéressante. Comment parce que donc vous devenez managing partner dans un cabinet que vous avez finalement rejoint somme toute relativement récemment. Enfin, je veux dire 5 ans. C'est pas mal. C'est pas mal. Je me rends pas compte. Non, mais c'est vrai que j'ai mais peut-être à tort l'impression que managing partner c'est aussi quelque chose qui relève d'une certaine forme d'ancienneté dans des cabinets, une grosse. Mais peut-être que je fais complètement erreur. En fait, j'ai pas étudié le parcours des managing partners des cabinets de la place. Qu'est-ce qui a mené à cette nomination? Enfin, j'imagine que c'est une nomination de managing partner. Oui. Qu'est-ce qui a mené à ça? Vous, qu'est-ce qui fait que vous vous êtes positionné aussi pour ce genre d'évolution? Voilà, comment ça a été assez naturel finalement parce que on a un COMEX, donc comité exécutif, dont je fais partie depuis 2 ans. 3, je crois, peut-être, qui est assez varié, c'est-à-dire l'idée c'est de représenter un peu toutes les expertises dans ce COMEX et qui soutient les 2 co-managing partners. Donc on a toujours eu 2 co-managing partners, hommes et femmes d'ailleurs. Et effectivement, vous avez raison, ce sont plutôt des gens qui se sont inscrits sont des gens qui ont créé Bird & Bird à Paris. Bird existe depuis 2000, donc 21 ans, et ils font partie de l'équipe qu'il a créée. Donc oui, c'est vrai, on privilégie tout de même, je pense, le long terme. La première managing partner est restée très longtemps. Hein. Frédérique Dupuy-Toubol, elle a véritablement été à l'origine pour de avoir Bird. interviewé concurrence Olivier Frégé qui a fait partie de Bird pendant un moment. Il me parlait d'une époque assez lointaine où elle était déjà managing partner. Donc effectivement, elle était seule managing partner. Puis elle a passé la main à Benjamin Fiedler il y a 10 ans, je crois 8 peut-être. Et puis assez rapidement, l'idée est venue de faire un co-managing partner avec Alexandre Vuchot, et je pense que c'est très bien. C'est très très bien d'être 2. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je prône. Et en fait, alors déjà, vous dites que vous avez rejoint le comité exécutif. Donc j'imagine que c'est ne serait-ce que rejoindre le comité exécutif, c'est une démarche. Oui, c'est une démarche. C'est-à-dire que je pense que j'avais envie de m'intéresser tout de même au management et envie de représenter au sein du COMEX la practice corporate. Et donc oui, je pense que ça s'est fait assez naturellement parce que on a parlé beaucoup de clientèle, mais au-delà de ça, je m'intéresse quand même beaucoup à la vie du cabinet et je trouve que c'est tellement fondamental de venir le matin dans un environnement qui me plaît que très naturellement je vais vers les gens et je pense qu'on vient vers moi aussi. Donc j'imagine qu'en fait vous avez évoqué le fait que vous aviez une anxiété, une difficulté à vous projeter vers l'avenir quand vous étiez chez Redlink, et en fait le fait de rejoindre ce cabinet qui a enlevé, ce que je comprends, hein, c'est vos inquiétudes quant à justement la projection et qui a un peu libéré vos horizons en vous disant mais j'arrive à me projeter à 10 ans, etc. Ça, j'imagine que ça aussi vous apporte justement à vous dire c'est une entreprise dans laquelle je peux m'investir justement sur l'aspect plus vie de cabinet. Et puis, je pense qu'il y a un groupe d'associés avec lequel, encore une fois, je m'entends bien, très bien, qui a envie de développer, de rester ici et de développer le cabinet avec des démarches pas novatrices, mais de construire. Et donc, ce groupe d'associés en qui j'ai entièrement confiance, j'avais envie de le rejoindre et de participer à une aventure où on continue à développer quelque chose de très beau déjà. C'est une très belle marque et on a tous envie.
J'avais envie de participer à cet édifice-là avec d'autres. Je considère pas que je fais les choses toute seule, loin de là. Et donc c'est venu un peu naturellement. Benjamin était là comme managing partner depuis 8 ou 10 ans, je ne sais plus exactement. Et je pense qu'il fallait à un moment un renouveau. On peut pas rester trop longtemps non plus en poste. Et voilà, ça s'est fait, je pense, un peu naturellement. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, ce qui me motive, c'est effectivement le travail de co-managing partner, c'est surtout un travail d'équipe, encore une fois. Alors voilà, comment ça se passe un co-managing partner? Ouais. Comment ça se passe un binôme de managing partner? Comment vous travaillez avec votre binôme? Bon, on n'a pas de feuille de route. Enfin, si, on a une feuille de route. On a une feuille de route au sein du cabinet, évidemment. Mais je pense surtout qu'un binôme doit s'entendre et doit être très complémentaire. Donc, je pense qu'on est très complémentaires. Alexandre connaît le cabinet comme sa poche. Il a des qualités humaine indéniable. Je pense que beaucoup de personnes lui font confiance. On est complémentaires. On se répartit très naturellement les choses. Et je pense qu'on est... en fait, on se parle beaucoup. On échange à peu près sur tous les sujets. Et ça, c'est fondamental. C'est que c'est difficile, je trouve, de prendre une décision seule. Et le COMEX, c'est pas toujours l'organe. Enfin, c'est un organe où on échange évidemment beaucoup, mais il y a des décisions au quotidien dont on parle à deux, et on échange, et on n'a pas toujours le même point de vue, et on évolue. Et c'est pour moi, c'est fondamental. Je pense que j'arriverai pas à être managing partner seul. C'est un travail véritablement d'équipe, et c'est un travail d'échange. Et pas du tout je le vois pas comme une hiérarchie. Hein. C'est un managing partner doit emporter une équipe et doit faire émerger des envies, motiver des gens, pousser ceux qui ont envie, tirer vers le haut ceux qui ont beaucoup d'ambition, aider ceux qui sont un petit peu dans le doute. au ralenti ou dans le doute. Donc c'est vraiment un travail de collégialité. Faire émerger des nouvelles idées. On est dans un univers très compétitif, donc il faut absolument mobiliser des énergies. Qu'est-ce que vous venez de... Donc ça fait quelques mois, c'était en décembre? Non, c'était en septembre. C'était en septembre votre nomination. Comment se sont passés ces premiers mois? Enfin, est-ce que vous avez vu... qu'est-ce que ça implique, vous, dans votre quotidien? Enfin, je veux dire, il y a votre vision de ce que c'est que le managing partner, mais vous, dans votre quotidien, qu'est-ce que ça implique? Je me souviens de ma discussion avec Paul Lignière qui avait évoqué voilà la difficulté de s'abstraire un petit peu quand même. Il y a des dossiers qu'il faut laisser, il y a des clients qu'il faut, voilà, parce qu'il y a les charges de managing partner qui absorbent du temps. Et donc vous, comment est-ce que vous avez un peu restructuré votre temps, votre énergie, votre... Pour l'instant, je l'ai pas vraiment restructuré. Donc je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup encore sur mes dossiers. Mais j'ai dégagé du temps quand même, donc je pense que nécessairement j'ai un peu restructuré. J'ai une équipe très solide sur laquelle je m'appuie beaucoup, je délègue, mais je suis quand même très présente sur les dossiers. Mais j'ai dû dégager du temps tout de même en m'appuyant sur l'équipe pour finalement être disponible. C'est surtout un problème de disponibilité finalement. Je pense qu'on avait de toute façon une structure qui fonctionnait bien en termes de management chez Bird, donc je me suis glissée dans quelque chose qui fonctionnait. Donc j'ai pas, il n'y a pas de révolution sur ce plan-là, mais je me suis intéressée à certaines questions auxquelles avant j'avais pas accès. Donc c'est beaucoup de temps, beaucoup d'écoute. Et c'est un travail de longue haleine. Aujourd'hui, ça n'est que le début. C'est un mandat de combien de temps? Alors il n'y a pas de mandat en fait. Il n'y a pas de mandat? Oui. Ah oui. Et en fait, c'est un petit peu en fonction des demandes des associés. Donc j'imagine que ça passe aussi par le COMEX, des moments où il y a peut-être des demandes de changement, de renouvellement. Oui. Ouais. En fait, on est oui. Donc il y a un côté CDI, quoi. Exactement. Jusqu'à ce qu'il y ait lassitude. Ou lassitude d'un côté, ou demande de rupture de l'autre. Exactement, ça changera peut-être. Donc ça ouvre beaucoup les horizons, en fait. Oui, et puis bon,
on est tout de même nommé par le CEO Monde, hein, donc on est choisi en l'espèce par David Kerr, il y a un changement de CEO d'ailleurs cette année. Mais donc il faut aussi effectivement convaincre un tout petit peu quand même à l'international qu'on choisit la bonne personne pour le head of country. Mais pour en revenir à mon quotidien, donc beaucoup de disponibilité, beaucoup d'écoute et puis une répartition des tâches tout de même entre les membres du COMEX. Donc aujourd'hui, je pense que il y a des chantiers qui sont en cours, business essentiellement, hein, évidemment. Et puis il y a tout ce qui intervient au jour le jour et qu'on n'avait pas prévu. Donc des discussions entre associés au jour le jour. Donc c'est passionnant parce que là on rentre véritablement dans les états d'âme des uns et des autres et dans cette construction au quotidien d'une énergie collégiale. Vous évoquez justement j'imagine que l'aspect indéterminé du temps de ce mandat ouvre beaucoup les perspectives parce que quand on est élu pour 2 ans, pour 3 ans, il y a un peu un côté ok. Donc si je veux faire les choses, faut qu'elles se fassent dans cette temporalité parce que une logique quand même aussi un peu de marquer quelque chose alors que je trouve ça intéressant même d'un point de vue managérial quoi de se dire non on offre du temps long. Oui. Je fais un petit peu le parallèle avec c'est la question dans le milieu des startups de l'investissement, la place des actionnaires, la place au temps long, le temps court, comment est-ce qu'on négocie dans tout ça. C'est un petit peu ça aussi d'un point de vue de l'organigramme en fait finalement ici et de la particularité de ce mandat. Vous avez parlé des chantiers en cours, notamment des chantiers business. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ou est-ce que pour le moment vous taisez Non, mais je vais pas forcément rentrer dans le détail. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, on a une marque qui a été portée par l'IP, par un vrai savoir-faire, une très belle marque en IP et en IT. Et ce qui a été construit depuis 2 ans environ, c'est l'idée de construire autour de ça aussi et de véritablement avoir une offre, une expertise très solide sur d'autres practices comme le corporate, comme le financement, comme la data. Et donc aujourd'hui, on continue à construire autour de cette très très belle marque qui a porté Bird et d'offrir aux clients aujourd'hui toute l'offre possible autour de l'innovation. Et l'innovation, c'est effectivement l'IP, la protection de l'IP, mais c'est aussi la croissance et la croissance corporate. Donc aujourd'hui, on a fait venir un nouvel associé en venture capital tech, puisque moi je fais plutôt du venture capital biotech tout récemment, parce que on se dit que c'est aujourd'hui un positionnement de développement qu'il faut absolument avoir dans notre offre de service. Donc on va véritablement mettre l'accélérateur sur ce sujet-là, tout en gardant évidemment une très très belle position en IP. Donc il va y avoir probablement des développements sur ces sujets-là. Donc une revalorisation d'autres expertises en fait, plus autour un quand même changement de position. Et de la consolidation évidemment de tout ce qu'on a construit autour de l'IP. Qu'est-ce que cette question un peu de fin rituelle sur comment est-ce que vous vous projetez dans les prochaines années, je pense qu'on y a répondu, c'est-à-dire là vous avez votre enjeu comme managing partner tout en restant implanté dans les dossiers, vous montez vous continuez à accompagner vos clients secteur biotech dans leur projet, donc ça vous invite aussi à intervenir sur des nouveaux sujets en termes d'expertise par rapport aux opérations en tant que telles. Et puis à côté de ça, votre rôle de managing partner. Comment est-ce que j'ai une question qui m'est venue. Est-ce que vous avez parlé de comment vous vous êtes appuyé sur les expertises autres en interne dans le cabinet, dans les cabinets que vous avez traversés pour vous accompagner sur la structuration commerciale, le marketing, etc., etc. Est-ce que il y a des moments où vous vous êtes appuyé sur d'autres types de profils? Est-ce que vous vous êtes fait coacher à des moments dans votre carrière? Est-ce que ça a fait partie de votre développement? Non, à titre personnel, je me suis jamais fait coacher. En revanche, je crois beaucoup dans le coaching et aujourd'hui, on met en place à la demande des coachings
pour des associés ou des futurs associés. Et ça, c'est fondamental parce que parfois, il faut déverrouiller des situations que seul un tiers qui a du recul peut déverrouiller. On va travailler aussi beaucoup sur les collaborateurs, hein, vous le savez, aider les collaborateurs dans cette démarche de pérennité dans la profession. Il n'y a pas que la technique, il y a aussi les soft skills, il y a effectivement comment se projeter dans ce métier-là. On voit bien qu'il y a une hémorragie des collaborateurs vers l'entreprise qui cherchent d'autres modèles. Les collaborateurs sont parfois un peu schizophrènes et on les comprend, hein, attirés par des très belles marques et une rémunération incroyable et mais une vie d'enfer. Donc on veut essayer de prouver qu'on peut avoir une vie très satisfaisante et très valorisante dans certaines structures comme Bird. On n'est pas les seuls évidemment. Donc on va essayer de travailler sur le bien-être des collaborateurs. On travaille beaucoup sur la diversité. La parité chez nous est quelque chose de naturel, hein, parité homme-femme depuis toujours. Hein. On a évoqué une première managing partner femme, co-managing partner toujours hommes et femmes. On a 14 associés femmes, 14 associés hommes. Dans les collaborateurs, on essaie aussi de gérer cette parité, mais pas que la parité homme-femme, hein, parité et diversité sur d'autres sujets. C'est fondamental pour nous. Travailler sur l'humain parce que c'est ce qui est gratifiant. En réalité, donc ce chantier-là, pour moi, c'est fondamental. Continuer à attirer des talents. Comment est-ce que, là, je suis très curieuse de votre perspective, vous, comme associé qui avez des collaborateurs, et puis aujourd'hui avec aussi la prise de hauteur que vous prenez comme managing partner. Vous avez évoqué cette hémorragie et les paradoxes chez les collabs, que peuvent. Quel est votre sentiment là-dessus en fait? Mon sentiment, c'est que c'est une profession qui est diverse. Donc encore une fois, on peut commencer avocat dans un cabinet et basculer en entreprise, et être extrêmement heureux et apporter beaucoup. Il faut surtout l'hémorragie est peut-être un terme fort, mais c'est vrai je vis quand même au quotidien beaucoup de questionnements des collaborateurs et donc je pense que il faut arriver à convaincre et on l'a dit au tout début que cette profession ouvre des horizons qu'on soupçonne pas et on peut il faut donner de la lisibilité, il faut aider les collaborateurs à se projeter. Voilà, il faut qu'ils se projettent au-delà de leur quotidien qui est un travail intense souvent et leur donner un appétit et une vision. Et ça, c'est un travail de tous les jours. C'est leur dire que c'est possible de s'épanouir dans cette profession et d'une manière très diverse. Encore une fois, pas que dans des grandes structures, mais dans des plus petites structures, en fonction de ce qu'on a dans les tripes. Est-ce qu'on a envie profondément d'être seul, indépendant dans sa structure, ou est-ce qu'on a envie, au contraire, d'interagir avec des structures un peu plus vastes, internationales ou pas. Enfin, il faut vraiment faire sa propre auto-analyse pour comprendre ce que la profession peut proposer. Et il faut surtout pas se laisser porter. Il faut être acteur. Il faut s'imposer. Il faut véritablement s'imposer. Il faut donner envie. Il faut trouver sa place effectivement sans attendre que les autres vous apportent quelque chose. Et en même temps, il faut savoir la faire en fait. Oui, mais il faut savoir aussi demander de l'aide aux autres. Il faut savoir demander de l'aide aux autres. Les associés sont là et on le voit pas toujours. Ils sont là pour aider les collaborateurs et moi j'aimerais transmettre. Ma prochaine étape, c'est quand même que notre équipe Life Science grossisse pour transmettre et qu'elle existe encore évidemment et qu'il y ait toujours de la place pour des nouveaux arrivants et pour une nouvelle offre dans un secteur qui se développe de manière phénoménale. Donc la transmission, c'est important. Les Landes sont bien loin. Ah oui, j'y vais tous les étés en revanche. Est-ce que rétrospectivement, par rapport à vos envies d'ailleurs et vos rêves de Paris quand vous étiez lycéenne, comment la Landaise regarde ce parcours? Bon, écoutez. Vous posez pas trop la question en fait. Si, je me la pose souvent. Je suis plutôt fière en fait de ce que j'ai fait. Je suis plutôt fière.
j'ai quand même l'impression que j'ai trouvé une voie qui me passionne. Je regrette aucun de mes choix et finalement je suis plutôt équilibrée et aujourd'hui j'ai une vie personnelle et familiale équilibrée et du coup je pense que c'est plutôt satisfaisant. On peut toujours faire mieux, hein, mais bon, il faut pas trop se poser non plus de questions. Ouais. Il y a un conseil que vous donneriez à la vous de 18 ans justement, ou de 25 ans? 25 ans, disons. Bah oui, le conseil c'est d'être toujours très 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 curieux. Je pense qu'il y a énormément de métiers nouveaux qu'on ne connaît pas et qui vont exister. Il faut discuter beaucoup. Il faut sortir un peu du périmètre scolaire, hein, véritablement. Il y a des qualités qui sont indéniables dans la vie professionnelle qui sont pas apprises à l'école. Donc il faut être tout le temps curieux. Et puis surtout il faut saisir des passerelles. Et ça, je trouve ça fantastique. Par rapport à quand j'avais 18 ans, je trouve qu'aujourd'hui dans les études il y a énormément de passerelles et il faut multiplier ces expériences-là. Je pense que aujourd'hui il faut être très agile, donc on peut commencer une voie et prendre une autre passerelle qui va pas forcément vous désorienter, mais qui va ajouter à l'édifice. Et donc il faut aller les chercher ces passerelles-là. Et aujourd'hui il y a une offre qui est pléthorique. Moi mes filles sont en pleine réflexion à 17 ans et 19 ans, et je suis effarée, étonnée au sens positif de ces offres-là. Donc j'essaie de les rassurer. Elles sont un peu perdues. Ouais. Elles sont perdues. Mais je leur dis, mais vous retomberez toujours sur vos pieds pour autant que vous restez curieuse, agile, et que il faut avoir confiance dans cet avenir avec toutes ces possibilités qui s'offrent à vous. Et donc je pense que on commence dans une voie et on peut terminer ailleurs. Voilà. Quelle est votre dernière joie? Ma dernière joie? Oui, votre dernière joie. Ouh là là, hier soir. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Hier soir, j'étais au théâtre à la Comédie Française avec mes filles, mon mari et mon filleul. Et on est allé voir La Cerisée. Mm-hmm. Et c'était fantastique. Qu'est-ce qui vous a plu dans La Cerisée? Le jeu théâtral. Moi, je suis fascinée par le théâtre. Je trouve c'est un moment de je suis en apnée. Pendant 2 heures, j'étais en apnée. Je suis fascinée par ces acteurs-là à la Comédie Française. En plus, c'est incroyable. Les décors, tout était fascinant. Donc, je suis en apnée et puis j'adore le moment après où on est allé au restaurant avec tout le monde et on a débriefé et on a tous analysé, donné notre analyse de la pièce qui était finalement complexe. Et c'était passionnant parce que chacun avait une analyse différente des personnages. Et ça, quand je demande à mes filles, on va au restaurant avant ou après? Elles me disent, mais non, après, parce qu'après on débriefe. Et ça, c'est génial. Ça, c'était un grand, grand moment. Et qu'est-ce que vous portez sous votre robe? Ouh là là. Vous me faites le même regard que Virginie Lefebvre du Tilleul, alors je déduis que vous n'avez pas saisi qu'il y a aussi une robe d'avocat dans ma question. Oui, oh là là. Je viens de me faire fusiller du regard. En fait, je ne reporte jamais la robe d'avocat. Donc, vous pouvez me répondre au sens figuré. Je suis coquette. Vous êtes coquette. Voilà. Merci beaucoup. Un grand plaisir. Échange. Merci, c'était très intéressant.